Donc la chirurgie bariatrique, c'est aussi la chirurgie de l'obésité qui vise à faire perdre du poids aux patients et surtout améliorer, voire faire disparaître leur comorbidité. Globalement, il y a trois grandes interventions qu'on réalise. Elles se font en grande majorité en célioscopie, donc c'est-à-dire on fait des petits trous, on met une caméra au-dessus du nombril et on fait 5 autres petites incisions sous anesthésie générale. L'organe principal de la chirurgie de l'obésité, c'est l'estomac. Donc on a la possibilité de mettre un anneau gastrique. C'est une intervention qu'on fait un peu de moins en moins, mais qui reste accessible. Ou la sleeve, où dans ces cas-là, on vient retirer les 3/4 de l'estomac pour créer comme un tube gastrique. Et puis le bypass, où là, en plus de l'estomac, on vient également modifier le court-circuit au niveau de l'intestin grêle en faisant une dérivation et en créant une malabsorption. Donc ça, c'est un anneau gastrique, hein, donc avec bien sûr sa partie en silicone que l'on placera autour de l'estomac. Et puis le cathéter qui va relier donc l'anneau, enfin la prothèse gastrique, au boîtier qui nous permettra de pouvoir ajuster. Ce boîtier sera en sous-cutané, donc on le repérera, hein, bien sûr, nous, et on pique dedans, hein, voilà, comme ça, hop. Alors ça ne se voit pas, hein, mais... Et donc, on va injecter du sérum physiologique ou un autre produit de façon à, vous voyez, je serre, je desserre, je serre donc. Donc, en fonction du patient et de ses ressentis, on va ajuster l'anneau de façon à ce qu'on diminue ce passage et qu'on crée en fait une sensation de trop plein beaucoup plus rapidement que ce qu'il avait avant et de diminuer ainsi sa consommation. Et le but de l'anneau, c'est d'agir sur le bol gastrique, c'est-à-dire de diminuer la quantité ingérée. En fait, on va ralentir le passage à ce niveau-là. Donc, on va pas forcément créer une sensation de plus faim. Hein. On va juste créer la sensation que quand on est plein, il faut s'arrêter de manger. D'accord ? Et là, au fur et à mesure, on va ajuster ce passage de façon à ce que le patient ait le ressenti vraiment d'être plein à une certaine quantité voulue, entre guillemets. Donc les patients qui peuvent prétendre à la chirurgie de l'obésité, donc c'est des patients majeurs jusqu'à 65 ans. Ça, c'est les recommandations de l'HAS. Qui ont un IMC, donc l'IMC, le rapport entre le poids au kilo et la taille en mètres, donc un IMC en kilogrammes par mètre carré, soit supérieur à 40 en obésité de stade 3, obésité morbide, ou entre 35 et 40 avec des comorbidités, donc l'hypertension artérielle, le diabète, un syndrome d'apnée du sommeil, une dyslipidémie. Chez les femmes jeunes, le SOPK est désormais considéré comme une comorbidité, et qui acceptent le parcours, donc de 6 mois minimum, et qui acceptent aussi d'avoir un suivi post-opératoire à vie. Ça, c'est les recommandations. Les contre-indications pour cette chirurgie, c'est des patients qui ont des troubles addictifs, donc une dépendance à l'alcool ou à d'autres drogues, des troubles psychiatriques qui ne sont pas stabilisés et des troubles du comportement alimentaire également non stabilisés. Donc, durant ce parcours préopératoire de 6 mois, c'est une prise en charge multidisciplinaire où les patients ont plusieurs rendez-vous, donc avec la diététicienne, la coach de sport qu'on appelle APA, une nutritionniste, une psychologue du parcours ou un psychiatre de ville s'ils en ont déjà un. Et durant ce parcours, ça nous permet de détecter, de faire un bilan des comorbidités. Donc, ils ont une consultation cardiaque avec une écho-cœur, une consultation avec un pneumologue pour détecter un éventuel syndrome d'apnée du sommeil qu'il faudrait peut-être appareiller avant la chirurgie, une consultation avec un gastro-entérologue pour faire une fibro et des biopsies, et bien évidemment la consultation d'anesthésie. Voilà. Alors le rôle du médecin nutritionniste dans une démarche de chirurgie bariatrique, c'est avant tout de coordonner le parcours du patient sur le plan médical, de façon à l'amener dans les bonnes conditions à cette chirurgie. Alors, soit le patient vient directement nous être adressé par son médecin traitant, vient directement nous voir, où là, je vais quand même vérifier que le patient soit bien éligible à une chirurgie, de vérifier tout ce qu'il a fait antérieurement sur le plan diététique, et puis de faire aussi un petit peu, je veux dire, de façon globale, de vérifier toutes ses comorbidités et de mettre en place le bilan. À la fois, d'abord, c'est un bilan biologique, hein, parce que parfois les patients ne sont pas du tout au courant de certaines pathologies qu'ils peuvent avoir. Donc c'est un bilan biologique et des bilans aussi urinaires à la recherche de pathologies qui pourraient aussi entraîner des prises de poids.
Si le patient rentre dans le parcours, je discute avec lui de ses objectifs, de son parcours antérieur, puisqu'une chirurgie ne doit pas se faire en première intention, elle doit se faire toujours à la fin d'un parcours médical bien conduit. Ça peut durer des années, c'est pas le problème. Et si c'est le cas, on discute en fait après d'une démarche de chirurgie bariatrique. Et le patient, dans ce cas-là, aura un parcours minimum de 6 mois. Alors c'est bien un minimum. S'il doit durer plus, c'est pas un problème, d'accord ? Mais c'est le minimum requis en tout cas, et selon les recommandations de l'HAS et de la Sécurité sociale. Le but de cette chirurgie, le but premier, c'est évidemment la perte pondérale, puisque c'est pour ça que les gens viennent nous voir, mais c'est aussi d'améliorer les comorbidités, puisque les patients qui souffrent d'obésité ont souvent du diabète de type 2, de l'hypertension artérielle, un syndrome d'apnée du sommeil. Donc tout ça, c'est une prise en charge globale pour essayer d'améliorer tout ça. Nous, en tant que chirurgiens, notre rôle dans le parcours de chirurgie bariatrique, le plus souvent, on les voit en première consultation, et on oriente ensuite le patient au sein du parcours. Évidemment, on les informe de ce parcours et du type de chirurgie, des risques et des complications. Et on les accompagne tout au long du parcours en les revoyant en milieu et à la fin, juste avant la chirurgie. Quelles que soient les interventions dont on a parlé, il y a ce qu'on appelle une lune de miel, les 2 premières années, où les patients vont perdre du poids assez rapidement avant d'atteindre un plateau. Et donc le rôle aussi du parcours et du suivi post-opératoire, qui est tout aussi important, c'est de faire en sorte que cette perte de poids elle reste dans le temps, puisqu'il y a toutes les chirurgies ont tendance à avoir un effet rebond avec une reprise de poids progressive. Donc notre action, c'est aussi de les suivre après la chirurgie et de vérifier l'absence de carence et voilà, de les accompagner tout au long de leur vie. Donc ce qui nous fait choisir entre les 3 types de chirurgie, donc l'anneau, la sleeve et le bypass, c'est un peu l'état global du patient, même si à la fin, c'est toujours le patient qui choisit, entre guillemets, son intervention. Nous, on est là pour les informer et leur dire ce que nous, on pourrait leur dire ce qui est mieux. Et s'il y a des contre-indications à l'une ou l'autre des chirurgies. Donc pour l'anneau, c'est sûr qu'on le privilégie plutôt pour des patients qui sont hyperphages. Les grignoteurs, ça ne marchera pas, d'accord, puisqu'ils peuvent continuer à manger tout au long de la journée malgré un anneau. Pour la sleeve, c'est un peu pareil. Et il faut savoir que ce qui va nous faire contre-indiquer une sleeve, c'est si sur la fibroscopie préopératoire, on a une hernie hiatale ou un reflux qui est déjà existant, puisqu'on sait désormais que la sleeve, à long terme, aggrave un reflux, et ce qui est une cause de conversion de la sleeve en bypass maintenant pour certains patients. Le bypass, c'est un peu l'intervention privilégiée pour les diabétiques, d'accord, puisqu'il y a beaucoup d'études qui ont montré que le bypass permettait voire de faire disparaître le diabète, ou en tout cas d'améliorer et de faire en sorte que les patients aient moins de doses d'insuline ou prennent moins de médicaments. Donc c'est sûr que chez des patients très métaboliques, le bypass reste l'intervention de référence. Maintenant, si on a des patients qui ont des antécédents chirurgicaux, où on sait que l'intestin grêle aura du mal à monter jusqu'à l'estomac, ou des maladies inflammatoires de l'intestin, c'est sûr qu'on n'ira pas faire un bypass et qu'on privilégiera une sleeve. Et également chez des patients qui ont un IMC très très élevé, où on sait que le bypass risque d'être compliqué à faire en une fois, on peut être amené à faire une prise en charge en 2 temps avec une sleeve d'abord. On attend 2 ans et puis on voit si la perte de poids n'est pas suffisante, on peut être amené à faire un bypass par la suite. Donc les effets de la chirurgie bariatrique d'un point de vue physique, en fonction de la chirurgie, soit on a une chirurgie purement restrictive comme l'anneau et la sleeve, ou une malabsorption. Donc bien évidemment, on diminue le bol alimentaire, donc évidemment on va faire perdre du poids aux patients. Avec la sleeve, on diminue aussi la sécrétion de ghrelin, donc on augmente la sensation de satiété. Qui dit perte de poids et malabsorption dit risque de carence. Donc c'est des patients qu'il faut supplémenter à vie avec des compléments nutritionnels, et ça on insiste bien sur le parcours, durant le parcours, sur la nécessité d'avoir une bonne observance vitaminique. Les autres effets physiques, évidemment, c'est l'amélioration des comorbidités comme on l'a dit, voire diminuer les thérapies pour l'HTA ou le diabète.
Et puis les effets physiques, malheureusement, il y a aussi des complications. Donc on les prévient pendant le suivi, des complications à long terme qui sont possibles. Pour l'anneau, ça peut être la migration de l'anneau ou la bascule de l'anneau. Pour la sleeve, on l'a dit, à long terme, c'est surtout le reflux qui devient assez invalidant. Et puis pour le bypass, on les prévient que s'il y a une douleur abdominale un peu anormale, entre guillemets, ça peut être une occlusion qui est liée à ce qu'on appelle des hernies internes, puisque en modifiant le circuit et l'anatomie du patient, on crée des espaces qu'on ferme pendant l'opération, mais ces espaces peuvent se réouvrir avec la perte de poids. Et l'intestin grêle peut venir se coincer à l'intérieur de ces espaces. Donc on leur dit de venir aux urgences si, bien évidemment, ils ont mal au ventre, un arrêt du transit, etc. Chez les femmes jeunes, on insiste aussi sur la nécessité de prendre une contraception durant les 2 ans, enfin les 18 mois après la chirurgie, contraception efficace. Pourquoi ? Puisqu'on sait désormais que des grossesses après chirurgie bariatrique, il y a un risque pour le bébé, risque de retard de croissance, de prématurité, de petit poids à la naissance, et puis pour la maman, surtout si elle a eu un bypass, des douleurs abdominales pendant la grossesse, elles peuvent être un peu banalisées, alors que ça peut être une complication de la chirurgie. Donc voilà, ça c'est quelque chose sur lequel on insiste aussi. Pas de grossesse les 18 premiers mois après chirurgie. Concernant les autres effets de la chirurgie bariatrique et notamment les effets psychologiques, c'est désormais étudié et prouvé que on modifie le schéma corporel des gens qui ont été habitués à être en situation d'obésité. Ils vont perdre du poids assez rapidement les 2 premières années, donc la lune de miel est parfaite. Et puis à plus long terme, on observe un risque accru de bascule d'addiction, en fait, des gens qui avant consommaient de l'alcool de manière très occasionnelle peuvent avoir ensuite un usage abusif de certaines substances et on a aussi une augmentation du risque suicidaire. Donc c'est pour ça que la psychologue ou le psychiatre de ville sont extrêmement importants avant, mais aussi après, puisqu'on ne règle pas tout avec la chirurgie. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une technique endoscopique nouvelle, qui est une technique endoscopique bariatrique, donc dont le but est de faire perdre du poids, et qui s'appelle l'endosleeve. L'endosleeve, c'est un nom anglais, en fait le vrai nom c'est la sleeve gastroplastie endoscopique, qui ressemble un petit peu à la sleeve gastrectomie, sauf que la sleeve gastrectomie est faite par les chirurgiens. Habituellement, pour faire ça, ils coupent l'estomac comme un tuyau en longueur, et c'est un estomac coupé en longueur en forme de tuyau qui va entraîner la perte de la restriction alimentaire et la perte de poids. Là, c'est un petit peu le même principe, sauf qu'au lieu d'aller couper l'estomac, on va aller en fait le plier pour en faire un tube, et on va le faire par les voies naturelles en introduisant un endoscope, donc en fait un tuyau avec une caméra au bout, par la bouche. Et donc on va faire des points de suture au niveau de l'estomac pour lui donner une forme de tuyau. C'est une procédure qui est assez récente, qui dure à peu près entre 45 minutes et on va dire 1h30, qui est peu douloureuse, qui a quasiment pas de risque de complications. Quand on fait une chirurgie, donc une vraie sleeve gastrectomie, on a toujours un risque de fuite, donc ce qu'on appelle une fistule, avec un risque d'abcès, d'infection et même de péritonite. Dans ce cas-là, vu qu'on ne coupe rien, il n'y a pas ce risque-là. En termes de perte de poids, c'est un petit peu peut-être moins efficace que la sleeve gastrectomie classique, mais c'est quand même une bonne technique pour la perte du poids. Et aussi et surtout, c'est une technique qui permet derrière de faire ce qu'on veut, c'est-à-dire que s'il y a besoin de la supprimer, on peut le faire. S'il y a besoin d'opérer et de faire une vraie sleeve gastrectomie ou de faire un bypass, on peut le faire aussi. Voilà, donc c'est une technique nouvelle, c'est pour le moment pratiqué en France dans relativement peu de centres. Voilà, ça n'a pas encore pour le moment pas de remboursement par la sécurité sociale, donc les gens sont obligés de tout payer. Et surtout le matériel qui est assez cher, puisque ça vaut à peu près 4 000 € de matériel. Voilà, mais c'est quelque chose qui probablement à l'avenir va se développer et va prendre sa place dans le traitement de l'obésité. Voilà. D'autres choses aussi qui sont en cours d'étude, d'autres techniques chirurgicales.
comme le SADI ou la bipartition du transit. Et puis en même temps, on augmente un peu les indications de chirurgie bariatrique dans certains cas. Donc les IMC 30-35 diabétiques peuvent maintenant prétendre à être opérés. Et puis dans le côté médicaments, il y a aussi beaucoup de choses qui ont évolué avec là l'arrivée des analogues du GLP-1 qui permet, grâce à des injections, de faire perdre du poids. Alors, bien évidemment, ça, c'est un traitement qui est suspensif. Hein. Les gens perdent du poids pendant le traitement. Et puis, à l'arrêt du traitement, s'il n'y a pas eu des choses qui ont été mises en place, évidemment, le poids augmente. Mais ça peut être une alternative, ou en tout cas, peut-être un traitement d'attente pour faire perdre du poids à certains patients, pour ensuite les opérer ou alors leur proposer d'autres procédures. Une fois qu'on a rempli cette fiche, qu'on appelle ça la réunion de concertation pluridisciplinaire, ce document va donc être part à la sécurité sociale et c'est le médecin à la sécurité sociale qui va analyser le dossier, qui donnera son accord ou non pour la chirurgie. Une fois que le patient a l'accord, on va prévoir bien sûr tout ce qu'il faut pour la chirurgie et cette chirurgie se fera. Et mon rôle à moi, c'est de surveiller le patient en post-opératoire, qui est aussi important que le préopératoire. Et je dois suivre ce patient aussi bien sur le plan biologique, nutritionnel, prévoir des examens complémentaires. Et donc ça se fait à peu près, on va dire, 4 à 5 séances là, au cours de la première année.